Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce mardi 13 juin. Tous les plaisirs est pour moi de vous savoir très nombreux en train de regarder cette émission axée sur les grandes questions d'actualité. On va faire les points sur l'occupation des Bounagan à un an, jour pour jour, depuis que ces territoires de la République démocratique du Congo est assiégé par les rebelles M23. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour mettre dehors ces rebelles? On va en parler au cours de cette émission. L'autre actualité, c'est aussi, on va dire, les attaques formulées contre l'inspection générale des finances. Vous avez suivi il y a peu, le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, acquitté définitivement par la justice. Il s'en est pris à l'inspection générale des finances. Selon lui, l'IGF mène ses enquêtes avec beaucoup d'émotion et il n'y a vraiment pas de rigueur dans son travail. On va essayer de revenir sur cette déclaration, mais aussi un confrère, un aîné, Jérôme Sekana, qui a aussi tiré sur les inspecteurs sur les inspecteurs de l'IGF. Il estime aussi que ces inspecteurs font leur travail avec beaucoup d'émotion. On va essayer de revenir sur ces deux principaux sujets. Je reçois Gauthier Sey, il est journaliste, directeur général du média en ligne neticnews.net. Et c'est avec lui qu'on va essayer de décortiquer toutes ces questions. Bienvenue. Merci cher Hervé, merci pour l'invitation. Salut à tous les téléspectateurs, mais aussi à l'équipe technique, à celui qui réalise ton émission aujourd'hui dans Kefula, qui nous assiste. Et on reste disponible à répondre. Exactement, on reste disponible de répondre aux questions de Quinoa et aussi de vous pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Comment allez-vous? Non, Gauthier se porte bien, tout doucement. C'est vrai, nous sommes bitables des sérieux problèmes de transport, mais aussi la typhoïde. La ville est presque sale. Kim Ngobila n'arrive pas à bien entretenir la ville. Les immondices, c'est presque partout. Et nous sommes habitués, après 2 semaines, on tombe sur la typhoïde, on revient. Tantôt, c'est la malaria, les moustiques, les caniveaux ne sont pas curés. Donc, tout ça, ce sont des problèmes que nous sommes déjà habitués de vivre avec sous la gestion de Ngobila. Très bien. Pourtant, Ngobila estime que son bilan est très élogieux à la tête de la ville. Je ne sais pas il s'agit de quelle ville, mais les Quinois qui vivent ici à Kinshasa savent dans quelles conditions ils sont en train de vivre. Les nids de poules sont presque partout, les embouteillages c'est à chaque heure, matin, midi, soir. L'insécurité, les clowns, n'en parlons même pas. Quand les transports en commun posent problème, les motards, que ce soit les motocyclistes, j'allais dire, les taximens, chacun a son prix. Il n'y a pas de régulation, il n'y a rien absolument. Et les impayements au niveau du gouvernement provincial, les ministres sont à plus de 24 mois, les députés provinciaux ils sont à 3 mois, les administratifs sont à 28 mois, et vous prenez les assistants parlementaires, ils sont à 20 mois, et les bâtiments où louent certains ministères provinciaux, ils sont à 5-6 mois d'un paiement, et certains sont même délogés des bâtiments. Donc vous comprenez que ça ne va pas, la ville pose un sérieux problème, et quand vous suivez encore des révélations qui ont été rédigé par le président de l'APK, Godempoy. Il parle encore des fictifs, au-delà des impayements, des arriérés. Il y a encore des fictifs, mon cher ami. Des gens qui se retrouvent sur la liste, qui étaient, depuis l'époque de Kimbuta, qui ne touchent pas l'argent, mais l'argent continue à sortir. Qui touche cet argent? Donc tout ça, ce sont des problèmes, des dettes. On aurait appris encore qu'il y a des taxes qui ont été hypothéquées dans des banques parce que le projet des Andes qu'on devait construire, il n'avait pas de moyens. C'était un projet lancé à la va-vite et ça a pris du temps. Comme on avait déjà associé les chefs de l'État, il fallait trouver une solution. Ils ont recouru à une banque pour avoir un prêt et jusque-là, il y a quelques taxes qui ont été hypothéquées. Donc, Ngobila, quand il a hérité les pouvoirs de Kimbuta, il a hérité quelques dettes des banques. Il a fait de 6 millions ou 5 millions, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, il devra nous dire, lui, nous laissera combien de dettes? Selon certaines informations à ma possession, Ngobila risque de nous laisser 15 millions ou 20 millions de dettes. Voyez-vous Godempoy aller jusqu'au bout de sa logique, lui qui accuse depuis un moment Gentini Ngobila de gérer la ville dans un désordre sans précédent? Je ne crois plus à cette initiative parce que c'était une initiative personnelle. La réconciliation a étouffé cette démarche. La preuve, pourquoi devait-il y avoir réconciliation, cher Hervé? Parce qu'il s'agissait de la gestion de la ville. Un contrôleur qui veut savoir ce que l'exécutant est en train de faire ou l'exécutif est en train de faire avec l'argent de la ville. Pourquoi on a transformé cela en un problème personnel, comme si c'était un problème privé, un problème des intérêts personnels? Pourquoi cette réconciliation? Est-ce qu'elle avait raison d'être?
D'abord, qui a initié cette démarche? Donc, vous comprenez déjà que l'intérêt des Kinois n'est pas dans toute cette démarche-là. Il s'agit bel et bien des intérêts personnels qui ont été menacés. Et l'un des partenaires s'est senti menacé et il a fait du chantage. Plus grave encore, Godet vous dit, je l'ai suivi chez un député journaliste, devenu chantre de glissement, dire que ces 6 lettres qu'il a adressées à Ngobila dans 48 heures ne sont pas passés par les circuits administratifs de l'APK. Il a eu à donner ça à un membre du bureau pour aller déposer chez Ngobila, de peur que ça puisse fuiter Donc dans il y a de l'arbitraire partout. Donc vous comprenez qu'il y a de l'arbitraire. Alors que toutes ces questions soulevées dans les lettres de Godet, ce sont des questions qui devaient être traitées dans la plénière. Pourtant, Mike Ça Mukeba devait s'est être battu traité plusieurs fois soit pour que par le Ngobila membre soit du bureau. interpellé. Vous voyez, donc vous comprenez avec moi ici que c'était des questions personnelles, donc on ne peut pas s'attendre d'une fin quelconque de cet épisode qui a commencé avec du chantage, mais plutôt il y a Godet et quelques-uns qui ont trouvé leurs intérêts et ils se sont dit il faut taire maintenant cette guéguerre, nous devons voir dans la même direction. J'ai vu, aujourd'hui on m'a envoyé un document par mes sources comme quoi Ngobila aurait répondu à Godet. Oh. Et Ngobila a répondu quand les 6, alors que la mise en demeure était de 48 heures. Donc il a violé, la mise en demeure était largement dépassée. Et quelles sont les sanctions? Donc, je vois dans le groupe APK News, il y a une forte tension. Les députés exigent une plénière à huis clos pour que Godet puisse, n'est-ce pas, donner les éclaircissements sur tous les griefs qu'il a reprochés le gouverneur. Au besoin, faire venir les gouverneurs qui répondent devant la plénière, qui est la représentation des Kinois. Et pourquoi depuis tous ces temps, les initiatives de Mike Mukeba ont été bloquées? Alors qu'il voulait qu'Ngobila puisse répondre aux questions des élus. Mais cher Hervé, vous parlez des initiatives de Mike Mukeba, mais lui-même, Godet a initié des initiatives. Je l'ai suivi chez les députés journalistes et chantres de glissement. Lui-même dire qu'il y a 2 ans, il a réuni les chefs des divisions pour leur dire qu'il n'était pas d'accord avec les recettes de la ville de Kinshasa. Et ces chefs des divisions l'ont laissé entendre qu'il y avait des comptes parallèles. Voilà pourquoi tous qui sont en train de mobiliser, ça ne se voit pas dans les trésors de la ville. Et qu'est-ce qu'il a fait après 2 ans? As-tu appris un seul chef de division être suspendu, révoqué? Un seul ministre, soit du budget ou des finances, c'est pas quoi d'autre, être interpellé? Vous avez appris ça? Le gouverneur a été interpellé pour cette question, mais lui-même, Godet, avoue qu'il y a 2 ans qu'il a réuni, n'est-ce pas, les chefs des divisions. Donc il est plus fort que toute l'Assemblée provinciale. Non, tout simplement, vous comprenez que c'était question de chercher à savoir où est-ce que tel est en train de trouver son compte, essayer aussi de me mixer dedans. Et quand on s'est senti indexé, et là, il faut maintenant faire du pyromane pour essayer un peu de rappeler l'autre à la raison. Donc, il n'y a pas ici l'intérêt des Kinois, ni l'intérêt, n'est-ce pas, des administratifs, ou parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il ne fallait pas attendre 6 mois avant les élections pour interpeller Ngobila. Nous disons ici 24 mois d'impayement des ministres provinciaux. Nous disons 28 mois des administratifs. Nous disons 20 mois des assistants parlementaires. Tout ça, Godet n'était pas au courant. Mike ne l'a pas dit. Moi, je ne l'ai pas dit. Vous n'avez pas alerté sur ça. On n'a pas écrit sur ça. C'est dans ces 6 mois que Godet vient d'apprendre, après avoir qu'il soit sommé par la banque, après avoir qu'on lui prive tous les 2 terrains des bandales pour organiser les kermesses et qu'on lui a attribué qu'un seul terrain. Il a attendu que Lévin Paye continue, n'est-ce pas, à multiplier ses actions à Bandal comme candidat député provincial, qui se sentent menacés, qui sentent son électorat être menacé pour réagir. Allez-y comprendre avec moi qu'il s'agit bel et bien des intérêts personnels. Donc, bref, c'est la frustration qui a aussi poussé Godet Mpoui à activer cette démarche. Exactement. Il n'y a pas ici l'intérêt des Kinois, parce que s'il y avait l'intérêt des Kinois, si c'était la question de la gestion de la ville de Kinshasa, il ne devait pas y avoir réconciliation. Il devait y avoir, n'est-ce pas, interpellation du gouverneur qui vient de s'expliquer devant les élus des Kinois. Point barre. On aura tout vu dans ces pays. On va parler actualité. En Ituri, il y a... Mais malheureusement, vous verrez qu'il y a des gens qui soutiennent Ngobila, tantôt qui soutiennent Godet. Et qui sont-ils? Ses frères Bassakata, notamment Danou et les autres. Oh. Au lieu de travailler pour le peuple, de rencontrer des faits. Vous verrez Danou demain après-demain venir s'attaquer à moi. Tout simplement parce qu'il s'agit de son frère, n'est-ce pas, de coin. Alors qu'ici nous parlons la République, alors qu'ici nous parlons la ville. La ville est en train de mourir. Je ne sais pas si Danou lui-même s'est roulé. Il ne faut pas le provoquer. Je ne sais pas si Danou lui-même s'est noué aujourd'hui les débuts du mois. Je ne sais pas si Danou lui-même aujourd'hui, il s'est chargé son téléphone régulièrement. On n'a pas de courant, on n'a pas d'eau, on n'a pas de route. L'insalubrité, c'est presque partout.
L'insécurité, les Kouloun à tout moment. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il était victime une fois à Bandal d'une baffe là d'un Koulouna. Il avait même perdu son téléphone. C'est pas possible. Très bien. On va parler actualité. Plus de 50 personnes ont trouvé la mort hier en Ituri, au territoire des Djougou, dans un cas de déplacés. On a attribué cette attaque à la milice Codeco. Entre-temps, à Bunagana, ça fait 1 an que le territoire est occupé par des rebelles M23. De quel œil voyez-vous aujourd'hui l'atmosphère ou le climat sécuritaire en République démocratique du Congo? J'ai joint ma voix d'abord au communiqué de mouvement citoyen qui exige la démission du Premier ministre. Le Premier ministre a présenté ses limites, et il est au bout, il n'a plus d'initiative, il n'a plus de souffle et il ne sait plus quoi faire. Il est dépassé par les événements sur terrain, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Et s'il est honnête avec lui-même, il devra démissionner, déposer les Pourtant, il est présenté comme l'un des meilleurs premiers ministres que le On ne Congo peut ait pas être connu. l'un des premiers ministres État. Budget à 16 milliards. On ne peut pas. Non, d'ailleurs, ces budgets-là étaient revus. Déjà, on ne peut pas être l'un des meilleurs premiers ministres, ou je ne sais pas moi, un des meilleurs premiers ministres si votre République, une partie est entre les mains de l'ennemi. L'intégrité est menacée, la souveraineté du pays est menacée, alors que lui, il est le chef du gouvernement. Son rôle, c'est de nous sécuriser. Son rôle ici, c'est de matérialiser, d'implémenter les programmes d'action du chef de l'État. Il n'est pas mesure de l'implémenter. La preuve, vous avez Bounangana aujourd'hui, vous venez de le dire, il y a 1 an. On tue chaque jour à Ituri, on tue chaque jour à Nirangongo, on tue chaque jour à Kiwanja, on tue chaque jour, mon cher ami, à Kwamount. Ici à Kinshasa même. À Kwamount. À Lubumbashi. Ah oui, moi je suis presque sa partout. Province d'origine ou le sa ville Premier d'origine. ministre impuissant face, n'est-ce pas, à toutes ces atrocités. Donc, la politique sécuritaire, la politique sociale, il est dépassé par ces deux phénomènes. Sur le plan sécuritaire, les Congolais ne sont pas sécurisés. Sur le plan social, les Congolais sont exposés. Aujourd'hui, un Congolais ne sait plus nouer les deux bouts du mois. Tout Congolais est représenté par ma santé, soit la santé des Danou. On n'a plus de Congolais qui ont ta santé. Oh. Donc tout le monde a faim aujourd'hui. On ne sait plus manger. J'ai aussi faim. Vous voyez, on est exposé. Et là, on a un chef du gouvernement qui est incapable, n'est-ce pas, de régler tous ces problèmes. Alors qu'il a été nommé et mandaté ou validé par l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée, les gouvernements, c'est l'émanation du Parlement. Exact. Donc, pour répondre, n'est-ce pas, aux besoins de la population congolaise, pour donner la solution, n'est-ce pas, aux problèmes sécuritaires, aux problèmes sociaux, aux problèmes, tous ces problèmes-là qui ont longtemps dérangé les Congolais. Mais malheureusement, le Premier ministre n'est pas à la hauteur de tous ces problèmes. On continue à tuer jusqu'à ce jour. On continue jusqu'à ce jour à enlever les gens à Kinshasa. On continue jusqu'à ce jour à perdre nos compatriotes à cause de la faim. On continue jusqu'à ce jour à entendre ou à voir certaines de nos localités entre les mains des étrangers. Pourquoi doit-il persister ou forcer à être maintenu Premier ministre? Et pourquoi le président qui a signé l'ordonnance nommant le Premier ministre ne peut pas aussi prendre assez courage de révoquer ses premiers ministres? C'est ça aussi le problème. Si le président n'a pas assez courage, si les députés ou les députés à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas assez courage. Comment ils ne peuvent pas constater qu'on a lui-même en tant que Premier ministre capable de gérer la question sécuritaire? Il ne peut pas comprendre qu'il est en train de bloquer les pays. Lui-même en tant qu'humain, il ne peut pas comprendre que là, il y a un blocage et le blocage est dû, n'est-ce pas, à mes limites. Les limites du Premier ministre sont en train ici de bloquer les pays. Il devrait ici être responsable, honnête avec lui-même, dire je rends les tabliers pour permettre, n'est-ce pas, au chef de l'État de choisir un nouveau Premier ministre, un va-t-en-guerre pour résoudre les problèmes des Congolais. Mais vous le savez mieux que moi qu'on n'a pas dans ces pays des gens capables de démissionner. La culture de la démission n'est pas congolaise. Il répondra seul devant l'histoire. Alors que les présidents prennent le courage de mettre... Mon cher ami, que ce soit le président de la République, que ce soit l'Assemblée nationale, les Sénats, que ce soit lui-même, le Premier ministre, ils répondront seuls devant l'histoire un jour. Le peuple regarde et l'histoire est en train de s'écrire. L'histoire retiendra qu'à une certaine période, nous avions connu un Premier ministre Samalou Kondé pendant autant d'années.
les localités étaient toujours entre les mains des étrangers. Une monnaie étrangère était en train d'être, n'est-ce pas, utilisée dans cette localité. Une administration étrangère Une administration étrangère dans un pays. imposée. La population, l'histoire est en train de s'écrire. L'histoire retiendra qu'un jour, il y avait des morts en cascade, presque partout, sous le leadership ou la conduite du chef du gouvernement, Sama Lukonde. Et il sera lui-même redevable vis-à-vis du peuple congolais un jour. Tôt ou tard. Est-ce que le problème, c'est Sama Lukonde comme Premier ministre, ou le problème est global, ou peut-être sur le plan de la conception même de la politique sécuritaire? Ici, d'abord, le problème, c'est Sama Lukonde. C'est vrai, à tous les niveaux, il y a un sérieux problème. Au niveau de la conception, parce que ici, Sama est en train ici d'appliquer la vision du chef de l'État. Mais parce que le chef de l'État lui-même, en s'expliquant, il vous dit qu'il a une vision ici de réunifier les Congos, pacifier les Congos. Et alors, qui n'exécute pas cette vision? Alors que qui gère les gouvernements au quotidien? C'est Sama Lukonde. Donc, moi, je pense que les problèmes commencent avec Sama Lukonde. Les débuts de la solution commencent avec la démission de Sama Lukonde ou la révocation de Sama Lukonde. Et les sanctions vont s'en suivre. Mais il y a une année ou 2 ans, je crois, le président avait relevé ces problèmes, qu'il y avait un problème de coordination et de supervision des différents projets lancés par le gouvernement. Et qui dit supervision, dit coordination, on voit le Premier ministre, chef du gouvernement. Je reviens encore sur ma question. Pourquoi le président ne prend pas le courage de révoquer le Premier ministre s'il estime que ce dernier ne répond pas à sa vision? Je vous informe, cher ami, que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme raté dans tous les secteurs de la République, le seul coupable qui répondra devant le peuple congolais le 24 décembre 2023, si élection il y aura, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui s'est présenté devant le peuple congolais pour, ici, n'est-ce pas, solliciter les suffrages. Et donc, mon cher ami, la largesse qu'a les chefs de l'État, ou c'est pas moi si on peut appeler ça la complicité, est en train ici de faire tache d'huile sur son bilan. Il faudrait ici que les chefs prennent le courage. Mais il faudrait aussi que cette majorité de l'Union sacrée puisse aussi s'amender. Au-delà de tout ce qu'ils sont en train de faire, au-delà des palissades, au-delà des avantages qu'ils ont, ils reviendront en campagne en 2023, décembre 2000. Ils reviendront. Ils sont préoccupés par les glissements. Glissement ou pas, on finira par aller aux élections, mon cher ami. On va faire le choix entre la sécurité et les sociales. Glissement ou pas, on finira par aller aux élections. Et le peuple est là. Les élections. On finira par y aller. Même si on glissait pour 2023, après 2023, il y aura toujours élection. Et le peuple voit. Le peuple n'est plus dupe. Ce qui est bon aujourd'hui, cher Hervé, la population de 2006, elle est devenue mature en 2011, mature en 2018, et aujourd'hui très très mature encore. La preuve, en 2006, nous avions voté tel qu'on a voté. En 2018, il y a eu sanctions. Près de 60% des députés étaient sanctionnés. En 2018, même. Et en 2018, c'était encore très grave. Même les dauphins de celui qui est au pouvoir, il a été sanctionné. Exact. Lamentablement. Et en 2023, je vous dis, ça sera encore trop grave. Et cette population qui devient de plus en plus mature ne laissera pas passer tous ses complices, n'est-ce pas, de son malheur. Tous ses complices, n'est-ce pas, de son deuil. Tous ses complices, n'est-ce pas, de la souveraineté de son pays. Nous n'avions que ces pays comme héritage. Nous n'avions que le Congo. On n'a pas un autre pays. Malheureusement, la majorité de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils ont une double nationalité. Certains ont des affaires à l'extérieur du pays, enfants et femmes et business à l'extérieur du pays. Mais nous qui avons parents, enfants, tout le monde est ici. On n'a que ces pays. On n'a pas à badiner. On n'a pas une seconde d'erreur. Ça peut emporter soit nos parents, soit nos enfants, soit nos femmes. Et on a intérêt, n'est-ce pas, de veiller et de rester du bon côté, n'est-ce pas, de l'histoire. Et le bon côté de l'histoire, c'est quoi? C'est travailler pour le peuple, c'est arriver aussi à démissionner quand on est incompétent, quand on est incapable, n'est-ce pas, de rendre, n'est-ce pas, les services pour lesquels vous aviez été nommé ou pour lesquels vous aviez été élu. Travailler pour le peuple, c'est aussi sécuriser cette population. C'est aussi garder les Congo un. Ne pas citer certaines localités entre les mains des ennemis ou entre les mains, n'est-ce pas, des étrangers, de pays étrangers. Et ça, si l'Assemblée laisse faire, comme nous le constatons, le président même et le Premier ministre lui-même s'entêtent, ils répondront devant l'histoire un jour et l'histoire retiendra qu'il y a eu un régime, il y a eu un gouvernement, il y a eu une Assemblée
qui a, n'est-ce Très pas, bien. ici, hypothéqué les intérêts du peuple et ils étaient même prêts à hypothéquer même les intérêts, n'est-ce pas, la souveraineté même de notre pays. L'Assemblée nationale et le Sénat ont prorogé plus de 40 fois l'état des sièges sans jamais procéder à l'évaluation de ce qui a été fait sur le terrain. Nous avons sur terrain la présence de la force régionale, de l'EAC. On annonce encore pour le mois de septembre ou je crois fin juin ici l'arrivée des troupes de la SADC. Mais pourquoi jusqu'à ce jour on ne sait pas évaluer toutes ces opérations sur terrain? Sans oublier l'opération conjointe qu'on a menée ici avec l'armée burundaise ou ougandaise, je pense. Pourquoi on ne peut pas évaluer toutes ces opérations? Depuis un moment, j'ai l'impression que l'Assemblée, les parlements, donc l'Assemblée et les Sénats, sont devenus une caisse de résonance, n'est-ce pas, d'un parti politique, et qui ne réfléchissent plus pour l'intérêt du pays, et qui sont là en train de réfléchir, n'est-ce pas, comme un parti politique, alors que aussitôt nommés, ils représentent toute une nation et ils devaient réfléchir, n'est-ce pas, en nation, et ils sont d'office hommes d'État. Mais malheureusement, ils sont là pour leurs petits intérêts, mais aussi, ils cherchent à se maintenir à l'eau glissement. Mais même si on glissait pour 4 ans, 5 ans, les élections finiront par arriver. Entre-temps, le peuple qui vous a amené où vous êtes gagne quoi? Vous avez posé une question pertinente. Où est-ce que nous en sommes avec l'évaluation de L'état des sièges, EAC, UPDF. Toutes ces forces qui arrivent. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État s'est plaint que l'EAC ne travaille pas pour l'intérêt de la paix et qu'ils étaient en train, n'est-ce pas, de comploter avec l'ennemi du Congo, les Rwandais, s'il faut les citer, et qu'il fallait maintenant faire venir les forces de la SADC. Et maintenant, et après, j'apprends, non, on attend jusqu'à juin la fin du mandat de l'EAC et pour évaluer. On a prolongé d'ailleurs les mandats. On a prolongé. 3 mois encore. Alors que d'un côté, il y a déjà un accord qui a été donné pour que nous puissions ici recevoir d'autres troupes. Donc, mais dans tout ça, que fait le Parlement? À mon avis, je pense que... Le Parlement ne fait que proroger l'état des sièges. Oui, mais les parlementaires, maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ici de chanter les glissements. La plupart des parlementaires, aujourd'hui, chantent les glissements. Ils nous demandent même de choisir entre les élections, la sécurité, ils ont aujourd'hui pris la question de l'insécurité à l'Est comme un fonds de commerce pour eux. C'est avec ça qu'ils sont en train de nous chanter les glissements. Entre la sécurité et les élections, on doit faire un choix. Entre la sécurité et on doit faire un choix. Les mêmes qui ont combattu hier les glissements des Kabila. Écoutez, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, l'insécurité à l'Est. C'est vrai, aujourd'hui, quand même, ça s'est accentué, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Comment, les années passées, les anciens régimes, ou l'ancien régime, les Kabila, a pu, n'est-ce pas, tant soit peu soulager nos compatriotes de l'Est? Et qu'est-ce qui manque? Le Parlement répondra. C'est là où, quand je me retire un peu dans mon coin de réflexion ou mon coin où je suis un peu isolé du monde pour réfléchir un peu au Congo, je me dis, est-ce que ces mobutistes et kabilistes aujourd'hui qui sont aux affaires avec Kabila Tshisekedi, est-ce qu'ils aiment réellement les chefs de l'État? Est-ce qu'ils sont réellement en train de travailler pour l'intérêt de Félix Tshisekedi pour qu'il puisse avoir un deuxième mandat? Ou ils travaillent pour leur propre intérêt, remplir leurs poches, leurs banques? Et ils savent que même si Tshisekedi partait demain, ils savent comment nager pour se retrouver de l'autre côté du pouvoir. Parce qu'ils l'ont fait avec Mobutu, ils ont abandonné Mobutu au Maroc, ils sont revenus travailler avec Kabila, ils ont amené Kabila presque au cimetière, ils l'ont enterré vivant, ils sont revenus pour travailler à nouveau avec Félix Tshisekedi. Et je crains qu'ils ne puissent pas enterrer Tshisekedi, mais ils les ligotaient vivants pour chercher à travailler avec quelqu'un d'autre. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils ne donnent pas un bilan Tshisekedi. Est-ce que Mbosso, Bahati, ils travaillent réellement pour donner un bilan conséquent au chef de l'État Félix Tshisekedi qui peut présenter au peuple congolais en 2023? Ou ils sont en train de travailler pour leurs propres intérêts, construire des maisons, installer des vice-mamans et des mamans? Ils en ont déjà, en abondance même. Je vous informe que certains sont en train de construire, notamment Mbosso, à Ngiringiri, sur l'avenue Movenda. Croisement Gambela, Movenda. Il faut aller, vous êtes journaliste, allez-y enquêter. On va vous montrer un bâtiment là qui est en train de monter rapidement là. Et on vous dira, c'est le bâtiment de qui? Est-ce que c'est pour ça qu'on a été hissé à ces postes de responsabilité? Je pense qu'à un certain moment des responsabilités, on devrait être honnête et on devrait être sincère envers les chefs. Il faut ici s'arrêter, évaluer cet état des sièges, parce qu'on ne peut pas comprendre que
des provinces qui sont militarisées aujourd'hui. Parce que l'état des sièges, pour ceux qui nous suivent, devra comprendre qu'il s'agit ici de l'administration militaire à tous les niveaux. Absolument. On ne peut pas comprendre que des provinces militarisées aujourd'hui, mais on continue de parler des morts, on continue de parler d'enlèvement, on continue de parler toujours d'assaut des rebelles. Est-ce que ces projets étaient même réfléchis? Parce que le président nous a dévoilé une fois que l'état des sièges n'était pas sa décision. Après avoir consulté les ressortissants, je ne sais pas moi, des provinces concernées par l'état des sièges, c'est ainsi qu'il a décidé de l'instaurer. Est-ce que cette décision a été réfléchie en amont pour que après on puisse récolter aussi des résultats assez palpables? C'est vrai, il y a eu un audio qui a fuité à une certaine période où les chefs avaient reçu les ressortissants de la Grande Orientale, où ils disaient que c'était leur initiative ouais. Et que d'ailleurs, ils avaient demandé au chef de décréter l'état d'urgence. Mais quand les chefs ont consulté son cabinet, ils ont fait comprendre que l'état d'urgence était trop demandé et ils ont pensé à l'état des sièges. Exactement. Mais je me dis, est-ce qu'il y a des études au préalable? Est-ce que ceux qui ont proposé au chef de décréter cet état des sièges, est-ce qu'ils ont amené réellement les pour et les contre, n'est-ce pas, de cette opération qui devait être lancée? Et j'ai l'impression ici de dire non. Parce que là, en plein état des sièges, on continue à compter des morts. On a perdu, en plein état des sièges, on continue toujours à vivre les mêmes atrocités, les mêmes événements qu'on vivait quand c'était encore l'administration civile. On a perdu Bunagana après l'instauration même de l'état des sièges. Allez-y comprendre. Donc, je pense qu'il y a eu certaines donnes qui ont manqué aux initiateurs qui ont proposé, c'est le chef de l'État, et qu'il y a eu quand même une précipitation en décrétant cette opération-là d'état des sièges. Parce que on aurait comprendre si quand même cette histoire des tueries, cette histoire d'assaut allait finir. Mais jusque-là, on continue d'en parler alors qu'on a décrété cet état des sièges pour sauver ou pour épargner nos frères d'assaut des rebelles, mais aussi des tueries atroces dont ils étaient victimes quand c'était encore l'administration civile. Donc, à mon avis, ça n'a pas été très, très bien mûri. Et la preuve, il y a un peu de limites dans cette opération d'état des sièges. Au-delà de la démission du Premier ministre telle qu'est préconisée par les mouvements citoyens, qu'est-ce que la RDC, qu'est-ce que les présidents de la République doivent faire aujourd'hui pour rétablir la paix dans toute l'étendue du territoire national? Parce qu'il faut parler aujourd'hui, pratiquement toutes les provinces sont frappées par l'insécurité. Lors du dernier Conseil des ministres, le VPM de l'Intérieur a fait savoir qu'au niveau du Congo central, je crois à Luka, là, il y a présence des hommes non identifiés. À Kinshasa, ici, il y a le phénomène Kuluna, Mobondo qui est déjà à Maluku, au Katanga, il y a des problèmes, au Nord Kivu, en Ituri, un peu partout. D'abord, le problème de l'insécurité, mon cher ami, c'est d'abord la faim. C'est le chômage. Ça, c'est le premier problème. Il faudrait ici commencer, n'est-ce pas, ici, à créer de l'emploi. Nos jeunes frères, nos grands frères, nos parents qui sont instrumentalisés par les ennemis de la République, ils se laissent faire parce qu'ils ont faim. Ça, c'est d'abord le premier problème. Il faut commencer ici à créer, n'est-ce pas, de l'emploi pour ces jeunes qui passent tout leur temps en train de se regrouper dans des coins pour ne rien faire et avoir des mauvaises idées et se laisser influencer ou instrumentaliser par les ennemis de la République. Quand chaque jeune, c'est vrai, on ne peut pas créer de l'emploi à 100%, mais si on a de l'emploi même à 70%, ça pourra résoudre d'abord ces problèmes de sécurité. Quel est ces jeunes-là qui est occupé, qui sort le matin pour aller travailler, qui aura le temps de venir se faire instrumentaliser, aller prendre l'arme pour tuer ses frères et sœurs? Ça, c'est aussi les problèmes. Quel est ces jeunes-là qui mangent 2 fois la journée, qui va laisser ses oreilles, n'est-ce pas, écouter des choses inutiles comme rébellion, comme mouvement de résistance, nous devons faire la résistance, nous devons tuer parce que, c'est ça. Mais aussi, la deuxième chose, c'est maintenant les partages équitables, n'est-ce pas, des responsabilités ou des postes, mais aussi des ressources de la République démocratique du Congo. Il ne faudra pas que certaines tribus ou certaines provinces se sentent, n'est-ce pas, oubliées. Il faut qu'il y ait ces partages équitables. Que les ressources du Congo profitent à tous les Congolais. Même des provinces qui ne produisent pas trop, mais qui se sentent, n'est-ce pas, considérées et qui se sentent, n'est-ce pas, intégrées dans la répartition, dans la clé de répartition des ressources et des revenus de la province. Ça,
C'est une deuxième solution. La troisième solution, mon cher ami, la troisième solution, c'est ici, n'est-ce pas, de réformer l'armée. C'est vrai, la réforme, c'est dans la durée. Mais on doit commencer quelque part. Et on a commencé déjà avec ces projets qui coûtent 1 milliard, je crois. Il faut réformer l'armée. L'armée doit être réformée. Et dans la réforme, il y a aussi la prise en charge. Dans la réforme, il y a la formation. Dans la réforme, il y a l'identification. Dans la réforme, il y a aussi ce travail de toilettage pour mettre hors d'état de nuire tous ces triples, doubles nationalités, tous ces infiltrés-là qui nous ont longtemps infiltrés, qui ont occupé des postes de responsabilité au sein de notre armée et pour nous créer des isanies. Ça doit commencer quelque part. Et la dernière option, c'est les retours du civisme et du patriotisme au sein de nos instituts, mais aussi dans nos lieux de travail. Mon cher ami, il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand nous étions jeunes, oh les gars là, ok, piou, téléma, drapeau. Bon, ça drapeau. 7h et puis à 18h, je pense. Tu vois ça encore, c'est fait? Ouf, ça fait longtemps. Tout je ne m'en souviens même plus. Ce sont des rites, des systèmes, ce sont des méthodes qui gardent, n'est-ce pas, les patriotes, n'est-ce pas, attachés aux emblèmes, mais attachés aux valeurs de la nation et aux valeurs, n'est-ce pas, de son pays. Ça, nous devons commencer par là. Même à l'école, on les faisait. Je ne sais plus si ça existe encore. Est-ce que ça existe encore? Et c'est là où nous allons vaincre l'insécurité. Aussi longtemps qu'il y a la faim, aussi longtemps qu'il y a le chômage, aussi longtemps que il y a certains qui pensent qu'il faut faire primer les tribalismes, que je condamne ici fermement. Aussi longtemps que il y a des inégalités sociales. Des inégalités sociales. Des députés qui touchent 21 000 $. Et mon cher ami, on parlera toujours 100 000 francs. Toujours de l'insécurité. Et il est temps que les chefs de l'État puissent ici réfléchir sur la réforme de l'armée, la création de l'emploi. Très bien. Aussi, ici, la réintégration, n'est-ce pas, des cours de civisme, de patriotisme au sein des écoles, des instituts supérieurs, mais aussi au sein de l'administration. Et là, il y aura les retours de l'administration. Très bien. On pourra être attaché aux emblèmes, mais aussi à notre nation. Il y a une entreprise qui a été créée samedi. Ça va permettre aux Congolais de se faire embaucher. Malheureusement, nous ne sommes que dans des créations d'entreprises. Et ces entreprises sont créées, il n'y a pas de fonds. Et ces entreprises sont créées pour engager qui? Les cousins, cousines, copines et copains. Malheureusement, les compétences sont méprisées. Très bien. On va parler de l'inspection générale des finances. Si Félix Tshisekedi a réussi un coup, c'était la nomination de Jules Alinguete. Le travail qu'il a abattu à la tête de cette institution, notamment dans la traque de tous ces détourneurs des deniers publics, a été salué par le commun des mortels. Mais après, on s'est rendu compte que la justice commençait à fragiliser le travail de l'inspection générale des finances. Il mène ses enquêtes, on arrête le présumé voleur, et puis 1-2 mois après, il est relaxé, acquitté même définitivement par la justice. Est-ce que vous pensez que Jules Alinguete, à ce jour, bénéficie réellement du soutien de la justice qui devait accompagner son travail? Dire ici que le travail de Jules Alinguete est affaibli par la justice, oui, mais ce n'est pas le travail de Jules Alinguete, c'est le travail du chef de l'État. C'est le bilan du chef de l'État qui est affaibli par la justice. Parce que Jules Alinguete est à la tête d'une structure, l'inspection générale des finances, qui est, n'est-ce pas, un service rattaché à la présidence. Et Jules Alinguete est en train de travailler sur la coordination, n'est-ce pas, du chef de l'État. Voilà. C'est le chef de l'État lui-même qui est fragilisé, n'est-ce pas, par la justice congolaise. Et malheureusement, certains blanchis ou certains acteurs politiques qui chantent aujourd'hui la victoire, ils sont membres du parti au pouvoir. Certains sont proches du chef de l'État. Et ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train ici, n'est-ce pas, de cracher, n'est-ce pas, sur les résultats, les bilans du chef de l'État. Écoutez, les politiciens qui sont relaxés, les politiciens qui sont blanchis, mais les rôles d'arrêter ou de condamner ne revient pas à l'IGF. L'IGF a pour rôle administratif. Mais curieusement, tous tirent sur Alinguete. Malheureusement, parce qu'ils ne comprennent pas. Et ici, ils n'ont pas compris que Alinguete et les inspecteurs, ils sont quand même très, 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 très vigilants. Et je pense que c'est sous l'œil vigilant du chef de l'État aussi. Écoutez, le rôle de l'IGF ici, c'est de contrôler les finances publiques. Et
Alinguet y arrive quand? En 2020. Et ici, les réseaux des criminels financiers n'ont pas commencé avec Tshisekedi, ni avec Jules Alinguetti. C'est un réseau qui a commencé, n'est-ce pas, depuis les années. C'est un réseau qui a commencé depuis l'époque des Kassavubu. Ça s'est enraciné à l'époque de Mobutu, Kabila, et aujourd'hui, nous continuons de parler des détournés de la République. C'est un réseau qui est presque représenté dans tous les secteurs de la République. N'est-ce pas? Et Alinguet arrive en 2020 à la tête de l'IGF, il se met au travail sur instruction du chef de l'État, il continue à faire la traque aux criminels financiers. Et c'est une traque, n'est-ce pas, ici, administrative. Il s'arrête, n'est-ce pas, à contrôler les finances publiques et à prendre son rapport, à envoyer à qui des droits. Et on transfère à la justice. Et après, la justice doit aussi jouer son rôle. Il y a séparation de pouvoir. Voyez-vous? La justice, lorsque l'IGF envoie son rapport à qui des droits, qui est la présidence, et que la présidence transfère à la justice, c'est là où les gens qui s'attaquent à l'IGF ne comprennent pas. Ce n'est pas l'IGF qui transfère à la justice, mais c'est plutôt la présidence. Ou c'est instruction de la présidence que l'IGF transfère ses rapports à la justice. Exactement. Voyez-vous? Et la justice a le libre choix de mener soit des enquêtes ou de se fier sur base des enquêtes de l'IGF. Et si la justice en soi pense que il faut faire autrement. Est-ce que ça, c'est aider le chef de l'État? Où est le problème de l'IGF, où est le problème d'Alinguetti? Ce qui est bien avec Alinguetti, il y a eu un contrôle a posteriori et il y a eu des détournements qui ont été constatés. Soit il y a eu des fautes de gestion et il a pondu son rapport, point barre. Tôt ou tard, un jour, il y aura une justice libre et indépendante. Très bien. Cette justice, les dossiers peuvent toujours rebondir. Voyez-vous? Et mais de deux, j'ai suivi Étienne Longondo dire que l'IGF était instrumentalisé et que ce que l'IGF a fait, c'était un complot à la présidence. Mais mon cher ami, était un complot, lui qui était de la majorité présidentielle. Ministre en plus. Ministre en plus. Batata, c'était aussi un complot. Vous prenez tous ces gens-là, ils parlent toujours des complots. Mais finalement, qui complote contre qui? Même ceux qui étaient hier proches de l'IGF ou de Alinguetti, il y a des contrôles sur eux, il y a des rapports accablants sur certaines structures qui s'étaient reconnues hier proches de Alinguetti. Et quand on parle de Alinguetti, l'IGF, c'est pas Alinguetti. L'IGF, il y a autant d'inspecteurs. C'est un travail collectif. Il ne s'agit pas d'une seule personne. Quand vous voyez les missions, les ordres de mission de l'IGF, c'est 3, 4, 5, des fois plus même, d'inspecteurs qui vont à mission. Ils font preuve de complaisance dans après la l'élaboration de leurs rapports selon plusieurs personnes. C'est là où les gens mentent à l'opinion. Mais ils oublient de dire à l'opinion qu'après contrôle sur terrain, il y a contradiction. Il y a cet exercice-là de contradictoire entre le contrôlé et le contrôleur. Voilà ce que nous avions constaté. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? C'est après cette étape-là que l'IGF, n'est-ce pas, prend maintenant son rapport final. Ça, les gens ne le disent pas, souvent. Ici, il n'y a pas un complot contre qui que ce soit. Il y a un travail qui a été fait, il y a des irrégularités, soit des fautes de gestion, soit des détournements qui ont été constatés par l'IGF. Et l'IGF s'arrête là. C'est ça le travail de l'IGF. Et l'IGF, après avoir compris que les criminels financiers sont des mèches avec beaucoup d'autres secteurs, n'est-ce pas, de l'État. L'IGF a contourné cela. Aujourd'hui, il y a un contrôle qu'on appelle la patrouille financière. Le contrôle a priori. Parce que hier, l'IGF, quand ils sont arrivés, quand vous attendiez parler des détournements hier, c'était de 2020 à 2022. Après 2022, avant 2022, c'était le contrôle a posteriori. Donc, on décaisse l'argent de l'État, on utilise, et l'IGF vient après pour contrôler. Mais après, l'IGF a compris qu'après le contrôle, il constate toujours les fautes de gestion et les détournements. Mais après, ces gens-là sont blanchis par leurs alliés à tous les niveaux des secteurs de l'État. L'IGF a bloqué maintenant, il a contourné les criminels financiers. Il a contourné tous leurs partenaires. Ils ont créé la patrouille financière avec les contrôles a priori. Ça voudrait dire quoi? Après 2022, mon cher ami Hervé, avez-vous encore entendu parler des détournements des fonds publics? Vous avez entendu parler des détournements? On n'entend plus parler des détournements. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avant que les fonds soient décaissés, il y a les inspecteurs de l'IGF qui étudient les dossiers, qui étudient les factures proforma, qui étudient les projets, et après, ils se rendent compte, s'il y a surfacturation, ils bloquent les dossiers. Ils renvoient les dossiers pour seconde étude. Et avant, dès que l'argent est décaissé,
on commence à utiliser l'argent. Juste après l'utilisation, il y a les inspecteurs de l'IGF. Donc, il y a double contrôle au sein des structures des établissements publics et des entreprises publiques. C'est ce qui nous empêche aujourd'hui d'entendre, n'est-ce pas, dans nos oreilles, les mots détournement. Et maintenant, ces criminels financiers, ils sont asphyxiés. Ils ne savent plus quoi faire. Et ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Et ceux qui sont aujourd'hui blanchis par leurs alliés, partenaires criminels, ils sont en train de courir sur tous les plateaux de télé pour chanter comment on appelle ça encore, leur innocence, alors que l'opinion sait, alors que le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais est conscient du travail abattu par l'inspection générale de l'IGF. Allons sur base des faits. Vous avez les cas, Etienne Ilongondo par exemple, accablé par le rapport de l'inspection générale des finances. Il y a aussi la Cour des comptes, qui l'a enfoncé dans le dossier détournement des fonds liés à, comment on appelle ça encore, Covid. Et après, il est emprisonné. Quelques mois après ou quelques semaines après, il recouvre sa liberté, comment on appelle ça, provisoire. Liberté provisoire, et après acquitté définitivement. Est-ce que vous pensez qu'avec ce fonctionnement de la justice, l'IGF aura la tâche facile dans la traque de tous ces détourneurs? Déjà, il a la tâche facile parce qu'il a contourné tous ces détourneurs, tous ces criminels financiers. Il y a aujourd'hui la patrouille financière qui leur fait mal. Cette patrouille financière, c'est les contrôles a priori. L'argent ne sort plus sans l'avis de l'IGF, sans que l'IGF puisse étudier les dossiers. Et là, nous n'entendons plus parler des détournements parce qu'ils sont déjà bloqués. Mais parlons d'Etienne Longondo. Je viens ici d'abord vous clarifier que la Cour des comptes, les parquets, les cours et tribunaux de l'IGF, ce sont des structures autonomes. N'est-ce pas? Personne ne peut se mêler dans l'action de l'autre. Chacun joue sa part. Exactement. Et chacun joue son rôle, n'est-ce pas, dans la construction d'un état de droit en République démocratique du Congo. Et l'IGF est en train ici d'écrire son histoire. Et le peuple congolais retiendra qu'à une certaine période, il y a eu un service qui s'appelle IGF, géré par Gilles Alingueti, qui nous a épargné, après 2020, d'entendre encore parler des détournements à hauteur de millions de dollars que nous avions toujours l'habitude d'attendre avant 2022. Le peuple congolais retiendra qu'il y a eu des criminels financiers qui ont été accablés par les rapports de l'IGF, mais blanchis ou innocentés ou acquittés, les termes juridiques, acquittés par leurs alliés, n'est-ce pas, criminels qui se retrouvent dans d'autres secteurs de la République. Et le peuple n'est pas dupe. Si le chef de l'État lui-même a eu une fois à se plaindre sur les juges, je vous rappelle que sous Kabila, il y a eu un ministre de la Justice, je le cite, Tambwe Mwamba, qui s'est même plaint sur les magistrats. Nous avions les magistrats 3V, qui s'occupent que de la veste, voiture et villa, au lieu de travailler pour la République et de rendre les jugements selon les lois de la République. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, cette maladie de notre appareil judiciaire. Donc, ici, nous connaissons les problèmes qui rongent notre justice. Le chef de l'État est conscient. En tant que magistrat suprême, ici, c'est une balle qui lui est lancée pour qu'il puisse rétablir de l'ordre, mais aussi sanctionner les magistrats véreux, tous ces magistrats-là qui sont en train de courir derrière l'argent au lieu de travailler pour l'intérêt de la République. Donc, le peuple retiendra, le peuple congolais n'est pas dupe, n'est pas non plus amnésique, c'est un peuple mature qui sait voir, qui est en train de travailler pour l'intérêt du peuple et qui est en train, n'est-ce pas, ici, de travailler pour son propre intérêt. Et tous ces criminels qui chantent la victoire, qui chantent l'innocence aujourd'hui, ils seront jugés par l'histoire et leur conscience. Ceux qui disent sur la télé, et sur le plateau de télé, j'allais dire, ceux qui sont en train de chanter dans des médias, sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas libres. Leur conscience leur reproche toujours quelque chose. On peut mentir à l'opinion, on peut mentir au prochain, mais on ne peut pas mentir à sa propre conscience. Ils sont conscients de ce qu'ils ont fait à la République et ils sont conscients que les rapports qui ont été publiés par l'Institut général des finances, ce sont des rapports, n'est-ce pas, qui les accable et avec preuve à l'appui. Mais pourquoi on fait de ces rapports un problème personnel entre Alingueti et les personnes incriminées? On a vu ça avec Tony Mwaba, avec la dame ici qui s'habille en vert, Madame Adel Kainda. Donc Tony Mwaba, c'était un petit problème d'incompréhension qui a été rapidement réglé. Il n'y avait aucun problème entre Tony Mwaba et Jules Alingueti. Mais plutôt avec Adel Kainda et Longondo qui veulent, n'est-ce pas, en faire un problème privé avec Jules Alingueti. Alors qu'ils n'ont jamais vu Jules Alingueti aller enquêter dans leur structure.
Gilles Alinguet s'est fait toujours représenter par, n'est-ce pas, les inspecteurs. Et Gilles Alinguet n'est que le chef des services. Il n'est pas partout à la fois. Donc, ce sont des ignorances, c'est l'ignorance qui leur fait dire ça. Et je ne vois pas quelqu'un qui a quand même un certain niveau de compréhension de la chose publique penser que tout ce qui sort de l'IGF, c'est Gilles Alinguet, c'est vrai, c'est lui qui engage la structure. Absolument. Mais la structure est composée de plusieurs inspecteurs, mais aussi tout s'est fait sous la coordination du chef de l'État. Donc combattre l'IGF aujourd'hui, combattre Gilles Alinguet aujourd'hui, c'est cracher sur les combats du chef de l'État. D'ailleurs, vous avez vous-même entendu combien de fois le chef de l'État l'a encensé. Il n'a jamais encensé un opérateur économique ou politique de cette manière. C'est la seule personne. C'est la seule personne qui a été encensée en Mbandaka, en Chine, partout les chefs de l'État passent. Chez les étudiants, tout ça. Donc le chef de l'État lui-même, il est satisfait du travail de l'IGF. Et je pense que... Mais pourquoi il ne sécurise pas cette institution? Mais voilà pourquoi il est sécurisé. Malgré toutes ces attaques, malgré tous ces complots contre l'IGF, certains inspecteurs et les chefs. On a du mal à voir l'issue des différents rapports ou des enquêtes menées par l'IGF. Oui, mais écoutez... Ça va aller en justice, l'IGF ne peut pas substituer en justice. Pourquoi les présidents ne donnent pas de l'impulsion à la justice? Ouais, attendons voir. C'est là où nous disons aussi, il y a autant de largesse dans la gestion du chef de l'État. La conséquence aussi, c'est laquelle? Vous voyez les gens qui sont aujourd'hui nommés, les nouveaux responsables, la plupart ont accès au chef de l'État. Certains sont des amis, des copains, certains sont des compagnons d'élite. Et tout le temps, il faut un peu pression au chef de l'État au nom de Gilles Alinguet. Et c'est presque chaque jour que le chef de l'État entend parler d'Alinguet. Donc tout ça, ce sont des problèmes que je pense, le moment venu, il faudra que le chef d'État puisse taper du poing sur la table, que ce soit copain, que ce soit compagnon d'élite. Il faut répondre, n'est-ce pas, aux exigences, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance. Au cas contraire, tu tombes dans les filets de l'IGF. Il faut que la justice fasse son travail. Que répondez-vous à ceux qui pensent que Gilles Alinguet fait aussi preuve de complaisance? Il ferme les yeux sur tout ce qui se passe à la présidence, dépassement budgétaire. On a décrié il y a peu tous ces détournements des deniers publics liés dans des projets gérés par les conseillers du président de la République. Alinguet a fermé les yeux sur ça. Par contre, il saute sur tout ce qui se passe au niveau du gouvernement, des entreprises publiques. Est-ce qu'il ne fait pas aussi preuve de complaisance dans son fonctionnement? C'est vrai qu'il y a tout un calendrier pour ces contrôles. On ne se réveille pas un matin et puis on se dit, bon, on va les contrôler à tel endroit. Il y a tout un calendrier. Mais je suis aussi de ceux-là qui pensent que l'IGF doit penser aussi aux dépassements qui se font à la présidence. Il faut aussi programmer, n'est-ce pas, un contrôle au niveau de la présidence. Mais depuis un moment, depuis qu'il y a la patrouille financière, je n'ai plus entendu parler des dépassements budgétaires. Mais nous voulons aussi qu'on puisse enquêter sur les années passées, que nous puissions savoir où aller réellement cet argent. Où aller réellement cet argent. Donc nous attendons, mais les projets Tilé-Gelou, l'IGF avait alerté sur ça, et que les projets étaient mal fignolés et que rien ne pouvait sortir de ces projets. Et on n'avait pas entendu, on n'avait pas écouté de cette oreille, et voilà les conséquences. Donc il faudrait aussi ici que ceux qui sont à la tête de certains projets puissent écouter certains services ou des services connexes qui travaillent, n'est-ce pas, parallèlement pour l'aboutissement de certains programmes. Sur base de quoi l'IGF décide d'enquêter sur un projet? Bon, je pense que l'IGF ne décide pas de soi-même, il faut qu'il y ait l'autorisation du Premier ministre. Je pensais vous donner un petit exemple. Actuellement, ou depuis 2 ans, on parle du projet Kin Zero Trou, mais quand vous sillonnez la ville de Kinshasa, vous allez constater que la ville est impraticable. Est-ce que Gilles Alinguet est au courant de ce qui se passe dans ces projets? Oui, je ne sais pas parler, ils sont au courant ou pas, parce que je ne suis pas de service, mais je pense qu'il est important que nous, journalistes, nous puissions alerter, tirer la sonnette d'alarme, que Gilles Alinguet soit au courant, afin qu'il puisse solliciter aussi une enquête, n'est-ce pas, dans ces projets des zéro trous. Aujourd'hui, nous parlons maintenant des 1000 trous. Un projet qui a été initié par le Premier ministre. Par le Premier ministre. Il est important que nous sachions aussi les fonds qui ont été décaissés pour cette opération. Plus de 80 millions. Voilà, où sont partis tous ces millions de dollars. Il est important que nous puissions aussi les connaître. Donc, j'en profite de l'occasion pour demander à l'IGF, à l'inspecteur chef des services, d'enquêter aussi sur ces projets, parce que là, rien ne marche sur le terrain. Les nids de poules sont presque partout. On ne sait plus rouler même à 20 km à l'heure, parce qu'il y a toujours des embouteillages causés par ces nids de poules, alors que le Premier ministre a lancé un projet avec pompe zéro trou qui, jusqu'à ce jour, n'a jamais lui-même le Premier ministre commencé ou n'a jamais produit d'effet. On ne voit même pas le Premier ministre lui-même contrôler ces projets.
En tout cas, ici, j'alerte l'IGF de jeter quand même son coup d'œil pour que les Quinois ou les Congolais soient fixés sur ces programmes. Est-ce que Jules Alinguet sera-t-il ce canal par lequel Félix Tshisekedi aura un deuxième mandat? Ici, il faudrait être sincère avec soi-même, dire que Jules Alinguetti représente réellement quelque chose dans les bilans, n'est-ce pas, de Félix Tshisekedi. C'est quand même un de ses compagnons ou un de ses collaborateurs qui a vraiment mouillé le maillot pour essayer, n'est-ce pas, de donner quand même un bilan dans les secteurs économiques, dans les secteurs des finances publiques, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, Gilles Alinguetti a été auréolé presque partout. Dans tous les grands, dans toutes les grandes organisations, n'est-ce pas, de lutte contre la corruption, il a toujours été auréolé. Donc son travail est reconnu, alors qu'il est en train de travailler sous l'impulsion et la coordination du chef de l'État. Donc je pense que c'est un grand allié, n'est-ce pas, du bilan positif du chef de l'État. Il faut les reconnaître ainsi. Très bien, on a terminé l'émission. En gros, voyez-vous Félix Tshisekedi reconduire Jules Alinguet en cas de deuxième mandat? Ça, je ne sais pas. C'est le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Et à lui de juger. Les chefs de l'État, beaucoup de collaborateurs. Certains sont encore en réserve. Lui seul sait. Mais pour la qualité du travail que Jules Alinguetti est en train d'abattre, je pense que les chefs devront juger mieux de continuer toujours avec lui pour essayer, n'est-ce pas, ici, de mettre vraiment dehors, hors état de nuire, tous ces criminels financiers qui nous ont longtemps pillés. Gauthier Sey, merci de votre disponibilité. Mais aussi, je voulais ici placer un mot sur la sortie médiatique de notre aîné Jérôme Sekana. Jérôme Sekana qui s'est trompé. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Ses sources l'ont induit en erreur. Jérôme Sekana a traité les inspecteurs de l'IGF et certains agents, n'est-ce pas, de contrôle, d'être des cumulards, d'être à la fois comme on les a, commissaires aux comptes dans les entreprises publiques, mais à la fois aussi inspecteurs, notamment Gilles Alinguetti, ce qui n'est pas le cas. Ah bon? Oui, ce qui n'est pas le cas. Il a tenu un point de presse sur base d'une source égarée. C'est depuis 2006 que Gilles Alinguetti et certains inspecteurs des finances ont été nommés commissaires aux comptes. Et en 2011, il y a eu une ordonnance qui a abrogé l'ordonnance de 2006. Donc Gilles Alinguetti et les autres ne sont plus commissaires aux comptes dans certaines entreprises, et notamment à la régie des eaux, comme le disait l'aîné. Donc l'aîné s'est trompé, et je pense qu'avec les connaissants, il devra quand même s'amender, passer, présenter des excuses, parce qu'il a jeté un discrédit sur toute une structure, alors que sa source n'avait pas tous les éléments. Il s'est fié seulement sur l'ordonnance de 2006, alors que moi, je viens de voir, malheureusement, je ne suis pas venu avec, l'ordonnance de 2011, nommant d'autres commissaires aux comptes dans des entreprises publiques, notamment à la régie des eaux, où Gilles Alinguetti a été remplacé en 2011. Donc, il n'en est plus question. Donc, c'est que l'autre, Jérôme Sekana, a débuté sur les plateaux de télé. C'est réellement une fausse information. Et la preuve, l'ordonnance de 2011 est là. Et Gilles Alinguetti n'a jamais été commissaire au compte de 2011 à ce jour. Monsieur le directeur général d'Enetic News, grand merci de votre disponibilité. Merci à vous aussi de m'avoir accordé cette opportunité, et on reste disponible. Et merci aussi à ceux qui nous ont suivis. Sans oublier les réalisateurs. Merci, mais aussi à ton assistant Dan Kefoula. Fin de cette émission. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, pour la sympathique et réelle attention que vous accordez à cette émission. On se retrouve demain mercredi pour un nouveau numéro des Perfect Actu. Au revoir, bonne évasion sur nos antennes.